Alors bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ce séminaire-conférence qui porte sur l'innovation ouverte, la recherche participative et les laboratoires vivants. En fait, comme je vous l'ai exposé, qui est à la rencontre de plusieurs considérations que j'ai en ce moment avec d'autres et qui traite de ces questions-là d'innovation. Donc, mon nom est Danny Baillargeon, professeur au département des lettres et communications. Et la présentation d'aujourd'hui, en fait, comme je le mentionnais, est à la rencontre de deux événements, de deux contextes. Le premier, un séminaire que je donne au département des lettres et communications, la maîtrise en communication, qui s'intitule Communication, créativité et organisation. Et le deuxième, dans la foulée des travaux qu'on mène avec des collègues au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS-Estrie. Donc, sur les laboratoires vivants, donc, on est en train d'implanter une méthodologie et une philosophie de recherche qui est celle du laboratoire vivant. Et dans le fond, ces deux occasions-là se rencontrent pour parler de nouveaux modes d'organisation en innovation. Donc, comment on peut décloisonner la façon de créer des idées nouvelles, de les rendre pérennes, de les rendre innovantes. Dans le cas du séminaire, on s'interroge comment s'articule la notion de créativité, que cette créativité-là ne peut s'opérer que dans des interactions, donc dans la communication entre des gens, mais aussi avec des objets. Et d'ailleurs, la présentation de notre deuxième conférencier, Miguel, va un peu dans ce sens-là, comment le faire, comment le toucher est nécessaire à des actes de créativité. Et donc, dans ce séminaire-là aussi, on explore comment la créativité puis l'interaction autour de cet objet-là crée des organisations. Donc, il y a des organisations qui sont fédérées autour du besoin, de la nécessité de créer et d'innover. Et dans le cas du laboratoire vivant, au Centre de recherche sur le vieillissement, on réfléchit avec quelques collègues à renverser certains processus de recherche, donc être plus près des gens, dans ce cas-ci, les personnes âgées, les aînés, les rendre partie prenante de processus de recherche, de sorte à bousculer les idées reçues, à ouvrir des nouveaux horizons en innovation sociale destinée aux aînés. Et donc, avec les collègues, on est en train de mettre en place cette philosophie, cette méthodologie-là, qui amène des difficultés, entre autres, de mettre ensemble des aînés, des chercheurs, des gens du secteur privé, du secteur public, avec chacun des agendas différents, des a priori différents, des modes de pensée différents, mais qu'on doit mettre tous ces gens-là ensemble parce que les problématiques du vieillissement sont assez complexes, multiformes, et pour ça, ça prend plusieurs bonnes têtes, plusieurs bons acteurs qu'on met autour de la table, et c'est ce défi-là d'innovation qu'on se lance au Centre de recherche sur le vieillissement. C'est ce qui m'amène justement à vous présenter nos deux premières conférencières, donc Kim Sachak et Constance Lafontaine, toutes deux du projet ACT à l'Université Concordia. ACT sûrement qu'elles vont en faire une meilleure présentation que moi, mais pour vous mettre en appétit, ACT pour Aging Communication and Technology, donc un projet de recherche multiméthode, un peu dans la foulée de ce que je vous expliquais, donc d'ouvrir les paramètres de la recherche, donc qui regroupe des chercheurs, des partenaires institutionnels, communautaires, pour aborder la transformation de l'expérience des technologies pour les personnes âgées. On sait que l'agisme en technologie, comme il y a de l'agisme dans plein de secteurs, l'agisme technologique, c'est de penser que des technologies, soit qu'elles ne s'adressent pas aux personnes aînées ou on les exclut de la réflexion autour de leur implantation, de leur utilisation. Donc, ça crée des formes d'exclusion liées à l'âge. Donc, l'ACT Project travaille là-dessus et près de 250 articles scientifiques, rapports, productions multimédia et autres communications fournissent une base plus que riche pour questionner cette question de l'agisme en technologie. Ça résume assez bien. Hein? Et donc, nos deux conférencières, je vous présente tout d'abord Kim Sachak, qui est la chercheure principale de l'équipe ACT, qui est professeure au département en communication de l'Université Concordia, la chaire de recherche de l'Université Concordia en études des médias mobiles et vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures de la Faculté des arts et des sciences. C'est soufflant juste cette première phrase-là. Il y a
c'est quelqu'un, comme vous pouvez le comprendre, d'extrêmement actif. En fait, depuis 1996, elle est à l'origine d'une prolifique production scientifique concernant l'âge, le vieillissement, son impact culturel et tout ce qui, bien sûr, touche l'âgisme et la technologie. Elle est cofondatrice du Mobile Media Lab en partenariat avec York, co-éditrice de Oui, Journal of Mobile Media, cofondatrice de Studio XX, un centre féministe de recherche en arts médiatiques à Montréal, et participe bien sûr activement à mettre en place des partenariats, des méthodes de recherche participatifs impliquant les citoyens afin de leur donner une voix, une place active dans la recherche et surtout dans le développement de la société en général et particulièrement la place des aînés là-dedans. Donc, it's a real honor, Professeur Slashak, to have you with us today. Elle est accompagnée de Constance Lafontaine, directrice adjointe de l'ACT Project. Elle est doctorante au programme de doctorat conjoint en communication offert par l'Université Concordia, l'Université de Montréal et l'UQAM. Elle détient une maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa, c'est ça? Le travail de Constance explore la culture visuelle, les rencontres homme-animal et les pratiques contemporaines d'affichage des animaux. Sa dissertation examine la façon dont les animaux, son mémoire, la façon dont les animaux sont représentés et considérés dans le discours sur la précarité. C'est bien. Donc, encore une fois, je vous remercie toutes les deux de votre présence. Juste avant de leur céder la parole, je vous rappelle qu'en deuxième partie, nous allons avoir Miguel Aubry d'Inouï, une coopérative d'innovation, et ancien membre du conseil d'administration de la Fabrique de Sherbrooke, qui va partager ses réflexions et son expérience entourant la créativité du fer. Mais sans plus tarder, je vais céder la parole à Kim Sachak et Constance Lafontaine. OK, on peut utiliser une. Parce qu'on part une à la fois. Oui, c'est ça. Pas en même temps. OK, bonjour, bon après-midi. Merci à tout le monde. Et merci en particulier à Dani pour son invitation. Alors, aujourd'hui, si ça vous va, on va présenter de manière bilingue. On va alterner du français à l'anglais. Mais si jamais vous avez des questions en cours de route du point de vue de la langue, vous pouvez aussi nous demander de répéter ou de reformuler. Ça nous ferait plaisir. Alors, aujourd'hui, notre présentation comporte différents volets. On va commencer par vous parler de notre projet de recherche qui s'appelle Aging Communication Technologies. Ensuite, on va se lancer puis on va parler un peu des méthodes participatives que nous employons dans des projets de recherche qui font partie de notre gros projet de recherche. Puis ensuite, on va jeter le regard sur 3 projets en particulier, donc 3 projets avec 3 partenaires communautaires différents. Et c'est pas mal ça. Ensuite, on va avoir du temps pour des questions à la fin. Donc, Aging Communication Technology, c'est un projet de 7 ans. Donc là, on est rendu environ aux 3 ans et demi. On n'est pas un centre de recherche, ni un institut. Oui, donc on a un terme. Ouais. Donc, notre projet a une certaine vie. On est financé par le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines. Et puis, on se penche, comme Dani l'a expliqué, sur des questions qui sont liées à la croissance des technologies et puis aussi au vieillissement. Donc, on est un projet, on est à l'Université Concordia, mais aussi on est un projet international. Donc, il y a environ 100 chercheurs dans plusieurs universités au monde qui font partie du projet ACT, 100 chercheurs principaux, puis aussi plusieurs étudiants qui sont liés au projet. Et puis aussi, on a environ 50 petits projets de recherche qui sont des projets pilotes un peu, qui sont un petit peu sous la bannière de ACT. Une chose par rapport aux projets pilotes, ils sont très importants pour nous parce que ça nous donne la possibilité pour faire des expérimentations, mais aussi, on a parlé aujourd'hui de les échecs. How can we also use the things we do wrong to learn?
Puis c'est ça, dans l'innovation, je pense que c'est très important. Hein. Puis on peut continuer avec... c'est ça. C'est pour ça aussi, on va changer la façon que la littérature, puis aussi la société, parle de la vieillissement. Ça veut dire, avec les projets pilotes, tu peux faire des petits tests, pas les hypothèses, mais pour créer des rencontres entre tes idées, puis aussi travailler avec les gens pour aussi changer des choses, puis aussi continuellement changer les questions. Continue. Oui. Donc, vous pouvez voir ici un peu la composition de notre projet. Je ne vais pas trop m'attarder. Mais essentiellement, on a 3 axes de recherche principaux. Donc, le premier, l'agentivité, le vieillissement. On travaille beaucoup dans ce volet-là avec des partenaires de recherche, surtout à Montréal. Et puis, on essaie de pousser des projets qui font appel à l'apprentissage des technologies, à l'échange de compétences et puis aux arts numériques. Ensuite, on a un volet qui s'intéresse à la communication dans le sens d'échanger, dans le sens d'échanger dans la société. On s'intéresse aux cultures du vieillissement, on s'intéresse aux représentations populaires par rapport au vieillissement, par exemple. Et puis ensuite, télécommunications et technologies. Donc, dans ce volet-là, on a par exemple plusieurs chercheurs qui déploient des méthodes de recherche quantitative pour effectuer des recherches sur l'utilisation, les pratiques par rapport aux nouvelles technologies. Donc, c'est important de noter qu'on a plusieurs méthodes. On utilise plusieurs méthodes, souvent même pour un même projet. Donc, aujourd'hui, on vous parle des méthodes participatives, mais on fait appel à un éventail assez large. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, justement, plusieurs de nos projets, surtout à Montréal, à Concordia, comportent des volets communautaires qui nous amènent à travailler de manière vraiment collaborative, puis à tout le temps essayer de repenser aux méthodes qu'on utilise. Et puis, c'est ça. Puis, we're going to switch to English now. Excuse-moi. Je ne veux pas frapper tes oreilles trop. Il y a une femme qui s'appelait Virginia Eubanks, who's written a fantastic book called Digital Dead End. Highly recommended. Puis, dans ce livre-là, il y a comme 2 ou 3 pages de méthodologie. Elle explique Collaborative Action and Reflection Research. Très facile de pas oublier parce que c'est CAR, comme voiture en anglais. So CAR stands for Collaborative Action and Reflection Research. So she emphasizes pas juste participation, parce que participation, c'est toi comme chercheur qui décide les conditions de participation. Avec la notion de collaboration, c'est toi comme chercheur qui faut négocier tout le temps les buts, mais aussi le format de la recherche. So collaboration is a much more deeper, profound form of participation in a sense. She highlights action as a form of collaborative media making. Pour nous, c'est très important. C'est pas juste quelque chose à la fin, but how we do things is important. The process is as important as the result. Puis les résultats sont impliqués dans le process. So the emphasis again is on action. And as well, what's important for us, we're still in a university. So what is it that we can also bring as university people with our expertise to this question? C'est le temps pour la réflexion. Pas juste après le projet, mais pendant on fait les projets. So she emphasizes reflection as integral. So it's not just to make social change without questioning what happens after. Mais aussi, with our participants, what's also really important to remember is that many of the older people we've worked with have not had the chance to visit or be in a university. For them, people of my parents' generation, it wasn't necessary, or if you came from a working class background, it wasn't necessarily the case that you would have access. So for many of the people that we deal with, they're not necessarily people who have had access to universities, but they're intelligent, reflexive human beings that if we open as well the project, not to just say, we're going to do this for you, mais on veut faire les choses avec vous. Le avec, c'est aussi donne la chance aux les personnes âgées d'avoir la place dans les réflexions. They're also participating not just as subjects, they're there as reflexive actors. Pour moi, c'est très important.
L'autre chose, if I was going to amend Virginia Eubanks' book and add another C to CAR, c'est la créativité. Pour moi, le mot créativité, c'est très important dans le projet. OK? Excuse-moi. Oh, go ahead. Sure. Donc, on parle aussi, CAR represents and emphasizes the conversational nature of research. So, advocates for popular technology approaches that take seriously people's everyday interactions with IT and uses these experiences as a starting point for exploring what it means to be a critical citizen in the information age through collaborative knowledge creation. Puis un élément clé là-dedans, l'idée des interactions quotidiennes aussi. Donc, on a tendance à penser un petit peu moins aux usages et plus aux pratiques qui donnent plus, qui donnent l'espace à penser aux nuances dans les utilisations, mais aussi, c'est important, quand on parle avec les personnes âgées, c'est pas tout le monde qui sont considérés comme des utilisateurs de certaines technologies. Donc, on peut parler de téléphones mobiles, par exemple, et puis des gens peut-être n'utilisent pas un smartphone, mais ils ont une grande gamme d'opinions par rapport à l'utilisation des technologies, ou ils ont un certain vécu. Donc, ils vivent quand même dans la société en réseau. Oui. Oui, next. So, une chose qui est très importante pour Eubanks, c'est la notion que les gens viennent vers un projet avec les choses à donner. Tout le monde a quelque chose pour faire une contribution. Puis c'est pour nous, comme chercheurs, c'est de comprendre c'est quoi les choses que tout le monde amène vers un projet. So we don't think, especially around aging, there's a dominant discourse around aging as if it is always a problem. If you live, it means you're not dead. That's good. So, again, there's what we call a deficit model of aging, where what we focus on is the things we lose, not what also can be gained through age and experience. So, on ne veut pas parler aujourd'hui de toutes les représentations de vieillissement ni agisme, mais ça existe, je pense. Puis c'est très important comme chercheur en communication et en technologie et dans le numérique de comprendre les choses que les gens amènent. Mais aussi, les gens souvent ont une histoire longue avec les communications. Les gens sont... people who we've interviewed who are in their 70s, 30 years ago, you had the introduction of computers and the creation of the World Wide Web. So they've lived also through long histories of relations to different technology. So to acknowledge that history when you speak to people is important to us. Juste un petit mot sur la créativité qui est aussi important. Quelqu'un, Andreas Klimczak, qui writes in Polish, talks about imagination, experience, puis responsibility. And so for us, thinking about a creative society for Klimczak, for Kukulinski, who's written in Klimczak, we won't go into detail on these three terms, but again, this is something that when we're thinking methodologically of our engagement with older adults, being open to the possibility of having a creative, imaginative encounter that draws upon experience and thinks about relationality and responsibility. So, c'est pas juste individuel, c'est aussi une relation vers et avec les autres. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de 3 partenariats de recherche. Et puis, donc, on veut parler de 3 groupes en particulier. Donc, je vais les présenter rapidement, puis ensuite, on va aller dans de plus amples détails par la suite. C'est un petit peu une typologie des partenaires communautaires avec lesquels on travaille. Donc, le premier s'appelle Ressources ethno-culturelles contre l'abus envers les aînés, RECA. Et puis, donc, c'est un partenariat avec un organisme communautaire qui est dirigé par des personnes âgées. Le deuxième, Groupe Harmonie, qui est aussi un organisme communautaire à Montréal, mais c'est un organisme communautaire qui dessert une clientèle de personnes âgées. Et puis finalement, Communautique, un partenariat avec un Living Lab ou un hub d'innovation ouverte qui se penche entre autres sur la Silver Economy. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de 3 partenaires aujourd'hui différents plutôt que juste de parler d'une histoire de partenariat? C'est parce que c'est vraiment des profils de partenariat avec des membres différents.
Puis plusieurs des méthodes que l'on préconise dans les travaux avec ces partenaires-là dépendent vraiment de la relation qui est construite au cours des années. C'est des partenaires avec des structures de gouvernance distinctes. Puis, encore une fois, parce qu'ils ont des liens plus ou moins directs avec les personnes âgées, ça nous permet aussi de construire des liens plus ou moins directs et penser de façon différente. Et puis, c'est des partenaires avec des structures de financement qui diffèrent considérablement. Et puis, les partenaires eux-mêmes ont des niveaux d'engagement avec nous, avec notre projet, qui sont différentes et puis qui peuvent changer d'année en année. So, I'm trying to figure out why we had this slide. Pourquoi avoir les partenaires? Pourquoi travailler dans participatory research? Well, one thing that's important, we think, is that students want to have experiential learning outside of the book, but that engages with ideas, learning outside the walls of the classroom. So our question is, how do we make theoretical knowledge come into dialogue, I would say, with hands-on experience? And how do we generate opportunities for learning and co-learning? So when you leave here, you don't think that you have been a student, that you always are a student. And I don't mean that you don't have to live like with no money and, I don't know, whatever you live on. But it's thinking about this act of learning as something that is lifelong. We think that our projects, we hope, but we're still coming to grips with the language of social innovation. And I have to say, I've been quite critical of the term innovation throughout my years. At one point, I preferred Isabel Stenger's notion of invention rather than innovation, because I'm worried about I wonder how the language of innovation squares with the idea of sustainability. And so how do you have change, yet forms of continuity that are not just meaning you're stuck, but also acknowledge experience and acknowledge that in some ways things persist and we may want them to persist. So, but what we do take from that idea is that thinking through making knowledge relevant to communities and getting the research paper off the page and thinking about its place within society. So partnerships through the work that we do allow us to test out and challenge intellectual concepts pertaining to aging and society. And we think as much as anything, it's not that we just transfer knowledge, it's that really there is this kind of dialogue and exchange between not just partners, organizations, but individuals. And that participatory research also lets us engage with some of our key questions within our field of communication theory. So even as communication scholars, it makes us go back to our books and sort of ask new questions. Pour moi, c'était toujours une question, c'est quoi l'innovation et where do new ideas come from? Just because I read more books or because also I'm engaged in the act of not just having a theory, but theorizing in relationship and out of the experiences that I encounter. Et puis, finalement, nos recherches nous ont permis, au cours des années, de vraiment interagir avec l'idée du mythe aussi de Roland Barthes, et puis de penser à quelques mythes qui surviennent souvent dans nos discours sur le vieillissement. Donc, on va les présenter de manière assez rapide, mais donc, le premier, Research on Aging is Research on Health. On remarque souvent que les recherches sur le vieillissement ont tendance à tout le temps... le discours sur la santé domine beaucoup la recherche sur le vieillissement au Canada, mais aussi à l'international. Donc, ça nous donne un peu la chance de travailler à l'encontre de ça. On ne travaille pas dans la santé, donc ça nous donne aussi la chance de parler aux personnes âgées sur des sujets qui sont autres que nécessairement leur santé. Les adultes, les aînés n'ont pas d'expérience avec les médias, donc encore une fois, un autre mythe, c'est totalement faux. Comme Kim l'a mentionné, les personnes âgées ont vu plusieurs nouveaux médias qui devaient supposément changer leur vie. Et puis, donc, ils ont des expériences uniques et puis une abondance d'expériences par rapport à la venue des nouveaux médias.
Puis on a l'idée que aussi les nouvelles technologies, les nouveaux médias changent tout. On a réalisé quand on travaille avec les personnes âgées puis les partenaires que c'est pas nécessairement ça. Si approprier les technologies aussi, c'est intégrer dans leurs pratiques qui existent déjà. Je ne vais pas vous donner tout de suite un exemple, mais on peut parler de Reka aussi et leur façon de faire une conversation et la façon il a intégré la caméra, l'appareil photo digital dans le rituel pour leur réunion. Que les personnes âgées ne peuvent pas apprendre de nouvelles technologies. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Donc, à travers nos recherches, on a eu la chance de mettre sur pied aussi des projets d'alphabétisation numérique qui ne sont pas seulement des ateliers d'apprentissage, mais bien de partage de connaissances. Et puis, c'est vrai que certaines personnes vont à l'atelier, apprennent une nouvelle technologie, puis ensuite cessent de l'utiliser, n'ont pas vraiment d'intérêt, ne sont pas vraiment interpellées. Mais dans d'autres cas, on remarque que des personnes aiment beaucoup les technologies, deviennent adeptes à différentes technologies numériques. Ensuite, The Gray Zone, donc les recherches de Kim et Barbara Crow, par exemple, pointent au fait que souvent, dans les méthodes statistiques de collecte de données, on a beaucoup de spécificités quand on est jeune. On a de 0 à 10, de 10 à 20, etc. Mais là, on tombe à 65 ans et plus, ou dans certains cas, 55 ans et plus, et puis c'est comme la zone grise. On est toutes pareilles, apparemment. Ce qui amène notre prochain point, que c'est ça, les aînés sont tous pareils. Ce n'est pas vrai. C'est un groupe hétérogène avec des intérêts différents, avec des opinions différentes aussi. Donc, vraiment, on essaie de critiquer l'homogénéité de la vieillesse. Puis l'autre idée, c'est qu'il y a toujours une life course narrative. You're born, you become a teenager and go through your wild years, you go to school, you get a job, you have a baby, you have a family. Oh, wait, you have a husband or a wife, you have a baby, they have children, you die. You retire too, somewhere in there. So, ça, c'est linéaire, mais c'est vraiment comme une recipe pour la vie qui ne correspond pas à tout le monde. Puis, il est vraiment fort encore quand on regarde les images encore de la vieillissement, puis les phrases comme en anglais « over the hill ». C'est comme il y a une pinnacle, une pointe sur la montagne, et après ça, you're over the hill, puis tu tombes. Puis aussi, dans la recherche, on a rencontré une mythe les personnes âgées. Les personnes âgées disent souvent à nous que la personne qui est âgée, c'est toujours quelqu'un d'autre. So, c'est pas jamais moi qui est quelqu'un qui est âgé, qui est vieille, c'est quelqu'un d'autre. Puis finalement, on va en parler encore quand on parle des projets, les projets de partenariat, mais l'idée que c'est nous qui apprend aux personnes âgées. Ce n'est pas nécessairement le cas. Comme je l'ai mentionné, on essaie vraiment de miser sur le partage de connaissances. Et puis, je pourrais parler même de mon exemple qui apprend souvent plusieurs choses, même au niveau des technologies numériques, des personnes âgées et aussi qui doit vraiment faire un rattrapage au niveau des technologies pour apprendre, mais aussi qui apprend une gamme de compétences en travaillant dans ces projets de partenariat, dont le respect, dont une connaissance interculturelle, etc. Donc, il faut être ouvert à la possibilité d'échange. Donc, le premier projet dont nous allons parler, c'est RECA. Donc, je rappelle Ressources ethnoculturelles contre l'abus envers les aînés. C'est un groupe de personnes âgées qui travaillent à sensibiliser les aînés et le public sur des questions de maltraitance. Et puis, leur véhicule principal, c'est vraiment le Théâtre Forum. Donc, ils font des interventions, des pièces de théâtre courtes dans des groupes communautaires, par exemple, dans des HLM, etc. Et puis, on est partenaire avec RECA depuis 2011. Et puis, avec eux, on a mené plusieurs projets collaboratifs. Le récent projet que nous avons entamé avec RECA s'appelle Food Talks. Donc, c'est un blog sur la cuisson, disons. Et puis, c'est survenu parce que il y a environ 1 an et demi, on
on essayait de penser à un projet qui pourrait vraiment mettre à profit les connaissances de RECA, aussi les compétences des étudiants qui travaillent avec ACT. Puis ensemble, on a essayé de trouver un projet. Et puis RECA, on partage nos bureaux avec eux, premièrement. Et puis à chaque jeudi, ils viennent travailler avec nous. Et puis ils font tout le temps un potluck à chaque jeudi. Donc, beaucoup du travail de RECA, ça a toujours été concentré sur la nourriture, et puis l'échange de nourriture, et puis l'échange culturel. C'est un groupe vraiment interculturel, puis on réalise que souvent, avec tel ou tel mets, il y a telle ou telle histoire qui est accompagnée. Donc, on a essayé un peu de capter ça, puis d'utiliser le projet aussi pour faire des ateliers d'apprentissage numérique. Donc, on a créé des ateliers sur l'écriture de blog, par exemple, sur la prise de photos numériques, comme vous pouvez voir, et puis différentes compétences comme ça qui sont liées à la création d'un blog. Donc, c'est un projet d'une année qui se conclut cette semaine, en fait. Et puis, comme là, la fin de semaine dernière, on a organisé un restaurant pop-up à Montréal. Donc, on a invité la communauté, on parlait du projet également. Puis, aussi, ce qui est intéressant de parler de différents types de partenariats, c'est vraiment de réfléchir à la spécificité des partenaires, puis en quoi ça entraîne des défis différents. Donc, pour nous, un groupe de recherche, et puis qui travaille avec des groupes communautaires. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mentionné qu'on travaille avec RECA depuis plusieurs années. C'est un groupe de personnes retraitées avec qui on partage des bureaux. De notre part, on est des gens qui ne sont pas à la retraite et puis qui avons des journées assez occupées des fois, et puis on se fait rémunérer pour le temps qu'on passe avec le groupe communautaire. Donc ça peut créer aussi des défis par rapport à l'organisation du temps. Une réunion qui pourrait, à nos yeux, prendre 2 heures, peut prendre une journée au complet. Et puis, des normes de productivité. Et puis, la façon qu'on a... Puis ça, c'est tout le temps une certaine négociation qui doit survenir. Ensuite, une structure de financement précaire en fonction de projets. Donc, RECA utilise surtout du financement fédéral pour des projets qui sont très ponctuels. Et puis, ça fait en sorte qu'il faut toujours un peu repenser à un nouveau projet. Donc là, on a pensé au food blog, il faut penser à quelque chose d'autre pour l'année prochaine. C'est un petit peu la nature du financement dans le contexte de l'innovation aussi. Donc, en quelque façon, il faut tout le temps un peu redéfinir la relation. OK, c'est bon. Non, tu peux aller. OK. C'est mieux en français, je pense. Donc, ensuite, notre deuxième partenariat, c'est avec le Groupe Harmonie. Donc, Groupe Harmonie étant un organisme communautaire à Montréal qui travaille avec les personnes âgées, donc qui dessert une population de personnes âgées qui souffrent de troubles de dépendance. Alors, Groupe Harmonie il existe depuis 1980. Et puis, ils ont obtenu une petite bourse en 2013 pour créer des ateliers sur Internet, dans les HLM, dans les habitations à loyer modique à Montréal. Donc, ils nous ont approchés pour demander si on voulait être partenaire dans ce projet-là, puis on s'est un peu lancé. Alors, on a mis sur pied, depuis 2013, depuis plusieurs années maintenant, des projets d'alphabétisation numérique. Donc, c'est vraiment des ateliers un peu drop-in. On invite les gens à descendre de leur chambre dans l'immeuble et à venir dans la salle commune, puis poser des questions par rapport à Internet ou à utiliser des technologies qu'on apporte, comme des tablettes, des laptops, etc. Ce qu'on a réalisé, encore une fois, le C que Kim ajoute à Virginia Eubanks, la créativité, c'est que des fois, c'est vraiment aidant de trouver un projet qui est commun, un projet qui est créatif, pour donner un peu un sens à l'apprentissage des technologies. Quand on a commencé dans les HLM, on a fait des sondages porte à porte, puis on demandait « Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre sur Internet? » Puis, je ne connais pas. Personne ne pouvait vraiment dire « Ah, j'aimerais apprendre Skype, j'aimerais apprendre le courriel, etc. » Mais en revanche, quand on demandait « Est-ce que vous aimeriez apprendre l'Internet ou est-ce que vous pensez que l'Internet aurait un apport positif dans votre vie? » La grande majorité des gens disaient oui. Donc, il y avait un intérêt, mais trouver un peu le sens à la technologie, c'est ça des fois la lacune. Puis, c'est ça que la structure d'un projet peut vraiment aider. Puis, dans le
Pilot, Jean-Paul Sartre a parlé de la notion de les projets. Les projets sont des choses qui améliorer des choses ensemble, où les gens travaillent ensemble pour créer quelque chose ensemble. Un projet donne une motivation vers le monde, mais aussi fournit un pourquoi. Pourquoi la technologie? Ça veut dire que aussi la technologie n'est pas la fin c'est pas le but de nos projets. C'est vraiment pour comprendre mieux c'est quoi la place possible de les technologies dans nos vies pendant que nous vieillissons. Oui. OK? Oui, puis aussi, ça vaut la peine de mentionner, d'un point de vue de recherche, le projet dans les HLM nous a vraiment aidé à penser aux conditions d'accès. Donc, c'est pas parce qu'on a aussi installé Internet dans les salles communes, c'est pas parce qu'on installe Internet que tout d'un coup, c'est la démocratisation de la technologie. Il y a plusieurs obstacles et ça nous a aidé à penser aussi à tous les facteurs qui sont importants quand on pense à la question d'accès. Donc, on a essayé de trouver un peu un twist créatif au projet. Et puis, dans la dernière année, on a commencé des ateliers sur les caméras numériques. Et puis, donc, par exemple, ça donne un sens à l'utilisation des technologies. Et puis, comme vous voyez ici, ça, c'est par exemple une photo d'une des résidences. Puis, ils ont chacun créé des collections de photos. Et puis, au cours de plusieurs mois. Donc, ils sont appuyés à chaque 2 semaines par des étudiants de notre projet. Et puis, ils peuvent travailler ensemble pour créer un projet. Et puis ensuite, on fait un vernissage. Puis, ça a l'air banal, mais c'est vraiment clé à tous les projets qu'on fait avec les partenaires. Ça nous donne la chance de un peu mettre en commun tout ce que tout le monde a appris, mettre en commun aussi tout ce qui a été créé lors de l'atelier et valoriser la contribution des participants, des animateurs, des étudiants aussi, et puis vraiment d'avoir du plaisir ensemble. Oui. Donc, puis aussi, dans ce cas-là, ça, c'est les HLM. Si vous êtes familier un peu avec les situations politiques, des fois, dans les HLM, les salles communautaires peuvent être des endroits vraiment contestés et puis qui peuvent être une source de conflit aussi. Donc, pour nous, c'était vraiment important de tout à fait comme changer le décor de la salle commune, de travailler avec les résidents pour faire un vernissage qui était beau puis qui était invitant pour tout le monde. Puis essayer un peu d'améliorer, en fait, la situation dans la salle commune telle qu'elle, au moins pour cette journée-là. Donc, quelques défis. Encore une fois, Groupe Harmonie a des conditions, les employés de Groupe Harmonie ont des conditions de travail précaires. Et puis, le groupe tel quel doit des fois se limiter à leur mission. Je rappelle que leur mission, c'est vraiment travailler avec des aînés avec des troubles de dépendance. Donc là, quand on va dans le numérique, il peut avoir un décalage à leurs yeux. Donc, des fois, quand ils n'ont pas assez de ressources, ils disent non, il faut vraiment se tenir à notre mission. Et puis, donc là, c'est un partenariat de longue date. Donc, on a vu un peu leur participation fluctuer. Et de notre côté, c'est correct parce qu'on peut quand même, ils sont quand même partenaires à part égale dans la mesure où ils apportent des connaissances de d'autres façons. Ils nous appuient dans nos démarches. Ils nous donnent, on les rencontre à chaque mois environ. Ils nous donnent des conseils aussi. Ils nous donnent accès aux salles, etc. Oui, il y a des situations floues dans la vie, mais il y a des situations du pouvoir et precarity, où les gens ne sont pas les victimes, mais vulnérables. Puis c'est ça, il faut négocier tout le temps, mais aussi comme les gens dans une université. Je pense, pour nous, une des questions pour nous de la justice, c'est aussi comment on peut aussi donner les opportunités qu'on a dans les universités vers les gens qui n'ont pas les mêmes pouvoirs dans la société, ni les mêmes ressources de nous. Oui, puis quand on fait un contraste aussi avec les 2 premiers groupes, donc RECA, d'un côté, c'est un groupe de personnes âgées qui sont activistes, qui travaillent, qui se présentent aux ateliers vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis des fois, quand on est dans les HLM, on remarque que la participation n'est pas aussi enthousiaste.
C'est des contextes tout à fait différents, mais qui représentent vraiment l'idée de l'hétérogénéité du vieillage aussi. Pas tout le monde vieillit de la même façon. Et puis, il y a un paradigme assez populaire quand on parle du vieillissement, de le bien vieillir ou le vieillissement réussi. Donc, vraiment diversifier les partenariats et partir de notre bureau, partir de notre labo, puis aller à l'extérieur, dans différents contextes. Ça nous permet aussi de rencontrer différentes expériences du vieillage. Mais ça crée des situations souvent difficiles pour nous et eux, pour nos étudiants, mais les expériences aussi très riches. Oui. Donc, le troisième partenaire, c'est Communautique, qui est à Montréal. J'imagine que quelques personnes dans la pièce connaissent un peu Communautique. Alors, c'est un Living Lab qui a aussi un Fab Lab et puis se penche sur l'innovation ouverte menée par le citoyen, la démocratisation de la technologie, etc. Et puis, on est un partenaire assez récent, je dirais juste 2 ans. Et puis, on a commencé à développer un peu un modèle d'événement interactif qui est destiné au grand public. Donc, c'est un petit peu différent par rapport aux 2 premiers projets. Ce n'est pas une série d'ateliers nécessairement, mais c'est un partenaire communautaire avec qui on travaille pour mettre en relief un peu les discours sur le vieillissement selon différents acteurs dans la société. Donc, c'est ça. On a essayé de rassembler des acteurs pluriels pour un événement l'été passé qu'on appelle Âge 3.0. Vous pouvez voir une première photo ici que je vais mettre en contexte. Alors, c'est la foire du vieillissement créatif qui cherchait vraiment à créer des ponts entre la recherche universitaire, les organismes communautaires, le secteur privé et le grand public pour influencer le discours sur le vieillissement, puis aussi créer des moments de dialogue. Donc, vous avez vu la première image. Ça met en scène un peu une série de kiosques qu'on avait où des entreprises privées apportaient des technologies quelconques, les montraient aux personnes qui étaient présentes, surtout des personnes âgées. Et puis, on avait aussi des kiosques de groupes communautaires, etc. On avait aussi des présentations de recherche un petit peu plus classiques où on donnait le défi aux conférenciers de présenter à un grand public, donc des chercheurs universitaires. Puis on leur demandait d'utiliser des mots qui seraient accessibles à tous. Puis on faisait des courtes présentations toute la journée sur des questions un peu percutantes sur le sujet du vieillissement. Puis pour nous, une des grandes surprises avec ce projet-là, c'est au début, on a fait comme la publicité, puis on n'a pas des inscriptions. Et on a contacté les résidences à Montréal, puis dans 12 jours, c'est plein, 200 personnes de les résidences avec leurs autobus, oui, puis leurs vannes, qui a amené les gens qui ne veulent pas juste faire yoga, bowling, bingo, puis qui veulent avoir accès aux les idées dans les universités. Puis aussi, une situation qui a plusieurs portes d'accès, pas juste les discours, mais aussi un foyer avec plein de gadgets, il peut tester et utiliser, et aussi un espace créatif et aussi une exposition. Veux-tu parler un peu de l'exposition? Oui, l'exposition mettait en scène, en fait, on mettait en scène des projets qui avaient été réalisés avec Groupe Harmonie, avec RECA, par exemple, et puis on visait vraiment à mettre l'accent sur le volet créatif dans le vieillage, et puis les liens qui existent entre la recherche universitaire et le domaine artistique. Donc, c'était des pièces qui étaient réalisées par des personnes âgées. En très grande majorité, on avait aussi des performances tout au cours de la journée. C'était c'est assez dynamique. Puis, au cours de la journée, on a environ eu 1000 personnes du public général qui a fréquenté la journée à un moment donné. Et puis, mais c'est certain, ce genre de partenariat-là aussi a ses défis. Donc ici, on travaille à la création d'un événement et puis qu'on va répéter d'ailleurs aussi cette année, le 24 août, à Concordia. Et puis, mais on remarque que, comme dans tous les nouveaux partenariats, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a pas tout le temps une coïncidence parfaite entre les intérêts et les priorités des groupes. Et puis, dans ces cas-là, c'est vraiment la négociation et aussi s'adapter pour le bien d'un projet commun.
Aussi, cette négociation-là, pour nous, c'était au niveau des concepts, comme Kim a parlé, une certaine réticence des fois à parler d'innovation, un certain questionnement. Et puis même la question de la silver economy, questionner le lien entre les entreprises et puis la recherche universitaire. Par exemple, l'idée d'ouvrir une foire et puis d'inviter des entreprises. Donc, certaines questions qu'on avait de prime abord, puis je ne dis pas qu'elles sont complètement résolues maintenant, mais c'est vraiment des frictions qui émergent quand on crée un projet comme ça. Puis on pense que les frictions peuvent créer le plaisir aussi. Quand tu touches le pot, tu crées une friction là, puis vous êtes sensibilisé. Si c'est trop fort, ça te crée une blessure. C'est ça le truc. Il n'y a pas, there's no recipe. Puis aussi, on pense que la friction, c'est quelque chose qui est juste pas bon. Puis c'est pas vrai. Il y a aussi les plaisirs dans ces frictions-là avec les autres, si tu peux aussi trouver les résolutions ensemble. Mm-hmm. Ou non. Ou non. Des fois. Ça l'arrive tout à fait. C'est ça, mettre à profit les divergences et puis les compétences différentes et puis les réseaux différents. Font en sorte que notre projet, je pense, si on l'avait fait juste à ACT, ça aurait été les panels et puis l'exposition, mais on a bénéficié d'un auditoire complètement différent et puis d'une expérience complètement différente avec les kiosques qu'on n'aurait pas eu autrement. Puis ça, c'est les conclusions, mais on dit conclusion, mais vraiment, c'est un apprentissage pour tout le monde. Puis on va juste finir avec quelques leçons et de tous les projets. OK. Je peux les dire en français? Oui. Donc, il y a une différence qui existe entre faire une ébauche sur un tableau, par exemple, et puis vraiment l'instaurer dans la vie, dans le monde concret. Donc, on remarque que ce qu'on avait en tête pour un projet, quand le projet est terminé, le résultat est souvent tout autre, et c'est correct. Oui, c'est ça. Comme Kim mentionnait, comme chercheur, on aime souvent penser qu'on peut tout contrôler, qu'on peut contrôler les variables, etc. Mais les frictions sont souvent très productives, sont vraiment très utiles. Puis, même dans les partenariats qui ont pris naissance en 2011, on en a eu plusieurs au cours des années. Et puis, c'est vraiment de les utiliser comme des moments pour un petit peu repenser la relation, renégocier un peu les attentes de l'un l'autre, et puis penser comment continuer la relation. Oui. Mais je saute au dernier. Mais ce n'est pas tous les partenariats qui fonctionnent. On a eu des partenaires avec qui ça n'a juste pas vraiment fonctionné. Et puis, c'est correct aussi, ce n'est pas censé de fonctionner avec tout le monde non plus. Tout le monde a des priorités fondamentales différentes, puis il peut avoir des divergences. Et puis, c'est correct qu'on fait un projet qui dure quelques mois, et puis ensuite, ça l'arrête un peu, ou des relations qu'on ne veut juste pas continuer. Et puis aussi, il ne faut pas avoir peur de savoir ce qu'on a fait, parce que là, j'ai présenté des défis un petit peu de notre perspective de chercheur, mais je pourrais faire le calque ou le miroir de ça, puis présenter les défis des groupes communautaires à travailler avec des chercheurs, qui sont tout à fait réels. Donc, il ne faut pas avoir peur vraiment de savoir ce qu'on a fait, qui ne répond pas aux attentes de nos partenaires, et puis de travailler vraiment de manière réciproque. Puis on a des questions aussi, comme c'est quoi la différence entre la notion de living labs and to be living, avec expérience? And what does it mean to leave the lab? Puis est-ce qu'on crée avec les living labs juste les autres endroits qui peut devenir aussi fermés? C'est quoi comment est-ce qu'on peut mesurer, ou est-ce que c'est nécessaire de faire des how do you say, what's a measurement? Des measurements. Oui, indicateurs de performance pour dire, OK, ça c'est un réussi pour les projets avec les partenaires. Et comment est-ce qu'on peut aussi mettre la valeur sur les histoires et les récits, les petits récits et les détails qu'on voit dans les partenaires, comme quoi Deleuze parle des fois comme le singularities, les instants de juste quelqu'un qui est très profonde, puis peut-être une occurrence une fois. Je peux peut-être donner un exemple aussi. Comme quand on a travaillé avec le groupe Harmonie, on a fait une série
de photographie numérique. Et puis, ça n'a pas vraiment super bien fonctionné avec un groupe. On a réalisé qu'on était 7 au départ et puis 1 personne à la fin. Donc, on a fait quand même un vernissage avec l'œuvre de la personne. Et puis, donc, tu sais, l'étudiante qui était responsable se sentait un petit peu, tu sais, mal à l'aise avec le fait que le projet avait vraiment rétréci. Mais par la suite, elle a appris que la personne, qui est une femme noire âgée, avait subi beaucoup de discrimination dans le HLM et puis que selon elle, selon ses mots, elle a relayé à la directrice de groupe Harmonie qu'elle se sentait beaucoup plus à l'aise dans le HLM puis elle sentait qu'il y avait un certain respect à son égard. Donc, c'est comme une anecdote un peu, c'est difficile à quantifier ou à relayer comme vraiment résultat de recherche. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on pense à cette anecdote-là? Dans un contexte de recherche. Puis vous avez une autre anecdote par rapport à la femme qui a décidé d'aller à la bibliothèque? Oui, juste dans un autre HLM, en fait, il y a un HLM, et puis juste à côté, il y a la bibliothèque Atwater à Montréal. Et puis, c'est vraiment proche, puis il y a une gamme de cours sur les technologies numériques données gratuitement par la bibliothèque. Puis, depuis des années, on essaie de demander aux gens « Ah, venez avec nous, on va vous amener à la bibliothèque, on va vous présenter au directeur, etc. » Et puis, juste cette année, il y a une personne qui est venue avec nous, tu sais, faire le trajet, puis on est allé à un vernissage ensemble à la bibliothèque Atwater. C'est minime quand on y pense, mais c'est aussi super important dans le contexte d'un grand projet comme ça. Et puis finalement, oui, c'est ça, il peut y avoir une différence entre ce que nous pensons que nous savons et ce que nous savons vraiment. Vraiment mettre l'accent sur le fait que l'apprentissage va de 2 sens. Je pense que c'est tout. Oui. C'est tout. Merci. Merci. On va donc passer à une période de questions, commentaires, échanges avec nos invités. Je vais vous demander de venir au micro parce qu'entre autres, je ne vous l'ai pas dit à l'avance, mais là je vous dis, c'est capté pour la prospérité, qu'on puisse garder cet échange-là. Alors, je vous demande de venir parler dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre et bien vous enregistrer. Ça ne sera pas retenu contre vous. D'abord, merci pour votre présentation. C'est très intéressant. Comme prof, je vous écoutais, puis une question qui m'est venue en tête pour vous, c'est quels sont les défis, les difficultés, les encouragements que vous avez obtenus du milieu universitaire, donc dans votre université? Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme moi ou comme un groupe qui déciderait ici de faire ça dans notre université, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la route à suivre et quelles sont les embûches possibles? Parce qu'on sait qu'on sort pas mal de nos habitus là, avec ce que vous venez de présenter. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une question pour les étudiants, les élèves aussi, qu'il faut faire un CV, puis aussi ils veulent l'emploi à la fin. Mais aussi pour nous, comme chercheurs, mais aussi à Concordia, mais aussi au Québec, il y a le concept de research creation. Puis maintenant inscrit dans les bourses de FRQ, par exemple, je trouve tout le temps les façons de travail dans les milieux différents pour avoir aussi les résultats différents dans les médias et les formats différents. Je pense que les milieux des universités sont plus ouverts, j'espère, vers les autres formes et formats pour nous. Et on peut pousser ça. Maintenant, je suis senior dans l'administration, puis c'est moi qui batte pour une reconnaissance les autres sortes de recherche et les autres formes et formats de recherche. Puis aussi, je pense aussi, il y a toujours une discussion maintenant de c'est quoi la place de l'université dans la société. C'est quoi la place de l'éducation? Si on peut trouver l'information sur Google et Internet, pourquoi avoir les universitaires? Puis on comprend maintenant que, OK, on peut collecter beaucoup de data, puis comment est-ce qu'on peut analyser le data? C'est quoi les questions éthiques? Puis c'est ça, je pense qu'il faut réinventer tout le temps l'université, le système universitaire, et pousser et pas avoir
la peur de prendre les risques dans la recherche pour, je pense, créer aussi, how do you say, relevance to les choses qu'on fait. Puis ensuite, I'm a living example of someone who's never done the right thing. And I'm doing okay. I think that as well, avec un projet, tu peux avoir beaucoup des outcomes, comme on dit. Tu peux faire une exposition, tu peux avoir une expérience where you cannot capture in words what it is you've lived. C'est plus profond et touchant des fois, et trop, it just moves you. Peut-être tu peux écrire un poème par rapport à cette expérience, comme, je sais que, what's his name, Bruno, un de mes collègues à l'Université de Montréal, il y a des revues maintenant qui disent, OK, tu peux créer des poèmes à la fin. Il y a beaucoup de formats pour notre écriture académique that has a history aussi, also. Si tu regardes les livres de Sartre ou de Beauvoir, tu ne vois pas les footnotes. Ça veut dire quelque chose à nous. It tells us that our own academic processes are always in change and in flux. So, je pense qu'il faut utiliser tous les moyens possibles, puis aussi toutes les catégories sur une CV possible, puis aussi comprendre qu'il y a une recherche, avec une recherche comme ça, qui peut amener d'autres questions pour d'autres chercheurs aussi, et comment on peut valoriser toute la recherche pour moi, cette forme de recherche. Je ne sais pas. Puis j'espère que les autres chercheurs, les jeunes chercheurs, prennent les risques dans leur classe avec leurs élèves et réalisent le potentiel. C'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais peut-être tu veux ajouter quelque chose? Juste un petit élément, mais c'est à propos de ce que tu viens juste de dire, c'est l'idée aussi que comme jeune chercheur, c'est difficile maintenant de penser faire de la recherche de manière qui est complètement différente. C'est aussi, il y a tellement d'étudiants, par exemple, qui sont dans notre projet, mais aussi dans plusieurs autres projets qui sont semblables en méthodologie. Puis je pense que ça crée un peu un certain bourgeonnement pour un intérêt pour la recherche collaborative, la recherche participative. Donc, je pense qu'il y a aussi un potentiel de changer l'université avec les étudiants qui travaillent dans les projets. Et dans les manières très différentes, souvent avec les chiffres. C'est ça. Bonjour, je suis directrice de l'Université du 3e âge, ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis très sensible à l'apprentissage chez les aînés. Et bravo, j'ai trouvé que vous avez été très courageuse d'aller dans des milieux défavorisés, HLM, mais aussi auprès des personnes qui ont des dépendances. Ma question, c'est que vous avez mentionné à maintes reprises qu'il fallait penser à des projets, suggérer des projets. Est-ce que les projets provenaient tous de vos idées ou vous avez tiré un peu la matière du milieu? Parce que aussi, il y a des personnes aînées qui ont un bon passé au niveau des communications, des médias. Ils pourraient nous donner des cours, et ils nous en donnent d'ailleurs. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'était ça ma principale question. Merci. Ça dépend. Ça dépend vraiment, idéalement. Quand on travaille, donc le partenariat, des fois, c'est nous qui approchons un partenaire, mais le plus souvent, c'est le contraire. Le plus souvent, c'est un partenaire qui nous demande de collaborer. Le défi pour nous maintenant, c'est qu'on a beaucoup plus des gens les organismes qui veulent travailler avec nous. On n'a pas les ressources. On est juste un projet. On est un projet pour 7 ans, mais aussi on a des limites. Mais l'autre chose avec les HLM, c'est eux qui dit à nous, OK, on a acheté un router. C'est quoi un router? Un routeur. Puis on a installé un routeur dans l'espace commun, mais les gens ne l'utilisent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait le faire? Tu achètes une technologie, puis ça reste là. Avez-vous les idées? OK, on peut la discuter. Comme vous dites, ça dépend beaucoup des expériences aussi.
Donc, par exemple, il y a un projet, je pense que c'est en 2012, Memory Space. Et puis là, l'idée, il y avait pas un sondage, mais des entrevues, un focus group un peu qui avait été fait avec les personnes âgées. Puis, ils avaient mentionné qu'il y avait une foule de photos analogues, là, des photos, qu'ils aimeraient beaucoup numériser et puis envoyer à leurs proches. Donc là, ça a été le début d'un atelier sur la numérisation de photos et puis qui est ensuite devenu un peu un vernissage public sur la mémoire, etc. Donc là, c'est vraiment une situation où l'idée est vraiment venue des personnes âgées telles quelles, puis ça l'a un petit peu changé au cours des mois. Mais il y a d'autres contextes, comme j'avais mentionné, des fois, les gens ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent apprendre ou ce qu'ils veulent faire. Donc, dans ces cas-là, nous, on propose des ateliers, on invite les gens à participer. Mais comme là, je peux vous donner, là, on fait un prochain vernissage dans la série de photos numériques. Et puis, le thème, je pense que c'est comme la Lune et quelque chose. Donc, ça vient vraiment des participants. Des fois, on a une certaine structure, mais on sait tout à fait qu'elle va changer au cours de l'atelier. Donc, c'est les deux. Ouais. Bonjour à vous, merci beaucoup bien sûr pour cette présentation. Elle est très rajeunissante, je trouve, quelque part. Et vraiment, effectivement. J'avais deux petites questions, mais assez ponctuelles, pas forcément courtes, mais ponctuelles. La première, puisque vous avez travaillé beaucoup avec des personnes âgées qui donc, je ne pense pas que ce soit un préjugé ou un mythe, mais renvoie quand même aussi à une somme de connaissances et d'expériences. Quel rôle et quelle importance accordez-vous à la mémoire dans vos travaux ? Ce serait ma première question. Je pose la seconde tout de suite et vous verrez le temps pour y répondre. Peut-être question de détail, vous avez deux fois prononcé le mot mythe. La première fois en hommage ou en référence à Roland Barthes et ses mythologies. Et la deuxième fois pour nommer tous les mythes, mais que je dirais peut-être plutôt préjugés, à ce moment-là, négatifs par rapport à ce qu'on pense des personnes âgées. Je crois que c'est deux usages complètement différents du mot mythe, mais comme ils étaient dits quasiment dans la même phrase, il serait intéressant, quelque part, de les distinguer. Autant, je crois, le mythe de Barthes peut être une ouverture vers le symbolique, un enrichissement, un approfondissement, et oui, qu'on s'en serve comme référence. Autant l'autre mythe qui renvoie plus à des stéréotypes, à des préjugés négatifs qu'il faut au contraire abattre à ce moment-là. Oui. Merci. Mémoire, tu vois Lynn Grenier, qui est une professeure à l'Université de Montréal, travaille beaucoup sur la question de la mémoire. On a fait un autre projet, on n'a pas mentionné ici, qui s'appelait sur le phénomène ici au Québec, Étoile des aînés, qui est un concours de chanteurs et dans les résidences par Chartwells, une private company. Puis, dans ce projet-là, on a pensé beaucoup de la question entre les mémoires, puis aussi comment les mémoires qui sont individuelles, mais aussi collectives ici au Québec, sont mettent en performance et dans les résidences avec les Étoiles des aînés. Puis la question de la mémoire, c'est pas juste individuel, c'est aussi une question de la mémoire sociale collective. Puis oui, on travaille sur cette question de la mémoire. Puis aussi le changement dans les mémoires. J'ai fait un projet avec une jeune femme qui est she's a social worker. Puis son père a eu Alzheimer's. Puis elle a enregistré les conversations avec son père pour presque 7 ans, je pense. Puis, elle a pris les fragments de leur conversation et elle a fait deux belles... c'est pas la musique, c'est plus comme un soundscape, si je peux te dire. J'ai appris que comment on comprend la mémoire avec ce projet-là, c'est toujours, quand vous avez Alzheimer's, on a un discours, c'est une tragédie. Tu perds la mémoire totalement. Puis on a réalisé avec ce projet-là, et elle a réalisé avec sa thèse, puis aussi parce qu'elle a travaillé avec les mots de son père pendant qu'il a perdu son mémoire officielle. Puis elle a réalisé qu'il y a une potentiel encore pour une communication avec lui si elle entend, carefully et lentement, pas juste aux mots, mais pas juste aux phrases, mais aux mots, les mots,
puis aussi le timbre, puis la sensibilité des mots. Puis elle a travaillé sur ça. Puis elle a réalisé notre notion de mémoire, c'est quelque chose que c'est comme on a une mémoire, on perd une mémoire. Ça veut dire que c'est plus complexe que ça. Puis les gens qui travaillent maintenant avec dementia understand this as well. Aussi, on a travaillé avec les personnes qui ont les old media they have around pour récupérer la question de mémoire aussi par rapport aux médias anciens et reformuler and reformat it into present context. Comme on a travaillé avec Rosemary, qui est une activiste pour quelques années, qui a une banque d'entrevues, puis on a fait comme 5 ou 6 podcasts avec elle. Puis elle a renumérisé et, how do you say, re-edited that. Puis je pense aussi il y a des questions de mémoire dans ce sens-là. Mais encore, Lynn travaille avec Ross Jennings d'Angleterre, puis il fait avec Atwater Library un projet sur la question de la mémoire encore et la musique. Puis on fait beaucoup de choses avec la mémoire musique, puis mémoire publique aussi. Je sais pas. Puis oui. Vous n'oubliez pas. Ouais. Oui. Roland Barthes. Oui, la Roland Barthes. Tu peux Je prendre la question plus difficile, Constance. Je vais me lancer là-dedans. Kim peut me compléter. Mais c'est un très bon point que je prends en note, c'est certain. Puis justement, hier, on parlait du concept de mythe, puis comment ça serait intéressant de comme repenser, puis penser même à l'ouvrage Mythologie, puis la structure, puis le fait, oui, cette ouverture-là. Dans le sens que, le sens qu'on a utilisé, c'est mythes comme étant des idées qui imprègnent la culture, et puis des idées qui sont un petit peu naturalisées, qu'on ne questionne pas souvent. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on parlait des 10 mythes, qui sont en effet des mythes dans le sens qui sont un petit peu... qui ne sont pas vraiment questionnés de manière courante, la zone grise, etc. Donc, c'était l'idée à laquelle on essayait de faire correspondance avec Roland Barthes. Mais il y a une relation entre le concept de mythe de Barthes, mais aussi le concept de la vérité de Foucault, qui parle aussi de les choses que... je ne veux pas entrer dans le monde de Donald Trump, non, pas du tout, mais il y a aussi un truth effect de le vieillissement. On voit des gens qui parlent aussi, comme on dit, oh no, I'm not old, I play for the old folks. Puis on parle tout le temps avec les personnes qui ont 60 ou moi, qui ont presque 60 ans. Oh, les personnes qui sont plus âgées sont plus, they're always somebody else. Puis on ne veut pas. So, again, on parle des fois, les vérités on voit et sont là dans la culture. C'est pour ça qu'on pense que Barthes puis Foucault, peut-être par rapport à la question de pouvoir, vérité, c'est vraiment quelque chose on veut discuter, réfléchir encore et théoriser par rapport à la question les discours publics sur le vieillissement. C'est ça un bon exemple pour nous, merci. Comment on peut travailler dans les projets avec les gens, mais aussi on peut utiliser cette expérience pour avoir une conversation plus théorique. Puis aussi questionner how do you say, the usefulness in a sense, et les possibilités de les théories qu'on a. Oui, c'est ça. Oui, j'ajouterais par rapport à ça, en parlant de Barthes et de son mythe, que qu'entre le mythe qu'on peut trouver dans les grands récits mythiques, qu'on est peut-être de l'ordre de la grande longueur des archétypes, on peut dire autrement, dans ce que Barthes va aller titiller, on se réduit un peu au stéréotype, celui justement qui vieillit et qui passe beaucoup plus rapidement d'une génération à une autre. C'est dans cette épaisseur-là que l'âge, je pense, peut avoir un intérêt énorme de ça. Ouais. Merci. Donc, bonjour. Est-ce que vous avez des exemples d'usages ou de résultats qui étaient complètement inattendus dans vos projets? Ou des échecs. Oui, on a plusieurs. C'est laquelle? I'm trying to think. Bonne question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Il y a des réalisations plus que des choses pas prévues.
Mais maintenant, c'est difficile de dire parce qu'on était impliqués dans le projet pour comme 3 ans et demi et pour moi plus long que ça parce qu'on a eu un petit projet avant ça. Puis avant ça, j'ai fait la recherche sur l'utilisation des téléphones mobiles par les personnes âgées. C'est dans ce projet-là où j'ai eu beaucoup de les réflexions initiales qui a changé mes idées par rapport de la vieillissement et où j'ai trouvé des choses qui n'étaient pas prévues avant. Mais pour le moment, je pense que je ne peux pas penser d'un exemple. J'ai un petit peu la même pensée. Donne-moi ton courriel, on peut écrire une liste très longue. Récemment, on écrit un article sur un petit peu les tactiques de RECA. Puis ça, c'est pas tout à fait quelque chose qui était comme une grande découverte, mais je pense que c'était vraiment le fruit de 6 ans de collaboration. Comme je pense pas qu'on aurait pu penser à même écrire cet article-là il y a 6 ans. Vraiment, on parle de leur activité de théâtre, par exemple. Et puis, on parle aussi des différentes façons qu'ils utilisent des projets ponctuels dont j'ai parlé pour avoir un impact. Mais on réalise aussi à quel point l'idée de faire des projets ponctuels avec nous, par exemple, c'est une stratégie pour eux pour continuer à financer un peu leur travail de théâtre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un portrait global qu'on n'aurait pas eu au début de la relation. Mais je pense, après 6 ans, là, on commence un peu à comprendre comment s'opère un peu le groupe et le partenariat. Et puis, c'est ça. Donc ça, c'était une découverte qui était intéressante dans la mesure où ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble, puis on n'avait pas nécessairement réalisé ça. Mais ouais. I remembered. En parlant de mémoire. On a réalisé la notion de user dans toutes les HCI literature, la littérature sur interaction humain-ordinateur, est vraiment basée sur les choses binaires. Mais quand tu regardes les pratiques, peut-être autrement, mais on a réalisé ça avec les personnes âgées, que c'est basé sur le présent tout le temps. Puis aussi, c'est basé souvent sur une machine. Mais avec les personnes âgées, quand on a rentré dans leur maison, on a réalisé qu'il n'y a jamais une technologie sans les autres. Puis aussi, souvent, quand tu rentres dans l'appartement d'une personne, dans une résidence, tu vois toute l'histoire de communication. Ouais. Puis c'est ça, il habite dans une écologie et un assemblage de devices. Mais quand tu dis, OK, est-ce que vous avez une cellulaire? Il dit non, c'est pas parce qu'il ne communique pas, mais aussi c'est pas parce qu'il n'a pas un système de communication, mais aussi c'est possible, il a eu déjà une cellulaire dans leur travail, mais la façon on pose les questions souvent comme chercheur, c'est juste dans le présent et juste avec une technologie. Mais je ne sais pas si c'est mais that's where you learn something through aging, but also through going to the living lab of somebody's life in their home and not the lab, and being like an ethnographer and just talking and looking and listening and walking with them and having them show you what they use. And so, ça change beaucoup la notion, puis on a écrit un petit peu de ça maintenant avec Mireille, qui est un economist. We mix methods all the time. Et Lynn, et puis moi, we realized that the concept of user from this perspective of people who've gone through a life cycle of devices, we have to rethink it. And so ça, c'était une révélation pour moi. Merci beaucoup. Je me garde peut-être un mot de la fin ou résumer. En fait, il y a quelque chose qui m'a fasciné puis dont on ne parle pas souvent quand on fait de la recherche, puis on en a parlé tout à l'heure sur l'heure du dîner, la tolérance à l'ambiguïté. On démarre un projet avec une certaine intention qui se transforme en cours de route, et si il n'y a pas cette tolérance à l'ambiguïté, à la tolérance au risque qui est inhérent à la créativité, c'est dans les choses dont on parle, entre autres, dans le séminaire. Donc, pour engendrer la créativité, il faut tolérer de ne pas savoir ce qu'on est en train de créer ou qu'on le découvre en train de le créer. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant dans la façon dont vous l'avez présenté, avec beaucoup de respect par rapport à votre approche, puis aux gens qui travaillent avec vous, à vos partenaires, à vos participants. Il y a un rythme qui est là, et ce n'est pas en forçant le rythme qu'on va arriver à l'innovation, nécessairement.
il faut laisser le rythme créer, engendrer ces produits. Et c'est après coup qu'on réalise toute la richesse de ce qu'on a produit. Et pour moi, ça, c'est très parlant. Quand on parle d'organisation et puis qu'on met ça en lien avec la créativité, l'innovation, bien, rapidement, le danger de convergeons rapidement à trouver la solution pour laquelle on a mis un projet sur place. Pendant ce temps-là, on évacue toute une partie d'expérience, une partie de vécu, une partie très riche qui peut engendrer des avenues totalement imprévues. Et ça, c'est quelque chose d'assez inspirant que je retiens de votre présentation. Puis pour ça et pour tout le reste, je tiens à vous remercier de votre présentation. Merci beaucoup. Mais merci pour votre tolérance aussi avec le français Sawchuk. Merci beaucoup.